pour concurrencer les navires voguant à grande vitesse de la Cunard Line. La White Star Line se lance dans la construction de 3 paquebots de classe olympique: l'Olympique, le Titanic et le Gigantic, renommé britannique durant sa construction. Ces navires ne sont pas destinés à la vitesse, mais proposent du luxe, de la sécurité ainsi que leur grande taille. Déjà une anecdote. La 4e cheminée est factice. Qui aurait cru ça? Voyez, en pleine vitesse, la 4e cheminée ne fume pas. Elle sert à harmoniser la silhouette du navire. Elle permet aussi et surtout d'aérer la salle des machines, où il fait une chaleur d'enfer, ainsi que les cuisines. Avant de rentrer dans la construction de ce géant des mers, je rappelle que le RMS Titanic est un paquebot transatlantique britannique qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique Nord dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 à la suite d'une collision avec un iceberg. Commençons par la conception. C'est en 1907 que la White Star Line projette de concurrencer le Lusitania et le Mauretania, 2 rapides paquebots de la Cunard Line. La construction du Titanic débute en 1909 à Belfast et se termine en 1912. Je rappelle que Belfast est en Irlande du Nord, rattachée au Royaume-Uni, et non en République d'Irlande. Ainsi naît l'idée du RMS Titanic. Tiens, à propos, pourquoi dit-on RMS Titanic et non Titanic tout court? RMS signifie Royal Mail Ship. C'est un préfixe de navire anglais qui transporte le courrier de la poste britannique à l'étranger. Lorsqu'un navire à vapeur voyage sans courrier, il est désigné par le préfixe S, qui signifie alors steamship. Mais le transport du courrier est le plus souvent associé à celui des passagers. C'est pourquoi le sigle RMS est accolé au nom des grands paquebots. Les cales et le portique. Déjà, on se trouve devant un sérieux problème. Il a fallu repenser les espaces de construction pour assembler ces géants des mers. 2 cales de lancement furent agrandies à la place des 3 autres cales plus petites. Puis on érigea un immense portique enjambant les 2 nouvelles cales. Comme vous pouvez le constater, pas de moteur thermique, tout se fait grâce à quelques grues, à une main-d'œuvre abondante et à la présence de chevaux pour amener du matériel ou enlever la terre lors du creusement des cales. La première construction et la plus impressionnante fut le portique Harol. Le portique fut construit en 1908. C'est une structure métallique de 250 mètres de long sur 80 mètres de large et 70 mètres de haut. C'est le plus grand échafaudage du monde pour un poids de 6000 tonnes. À son sommet se rajoute une grue pivotante pouvant lever 3 tonnes. Mais ce n'est pas fini. À l'intérieur du portique, il y a 10 grues pivotantes pouvant supporter 5 tonnes. Enfin, 6 ponts roulants équipés de 4 grues d'une capacité de 10 tonnes. Tout cela a été généré en se passant de l'intelligence artificielle, bien sûr. Pour les ouvriers, on accédait au sommet par 2 rampes latérales et une centrale. Le portique Harol, symbole de la prospérité industrielle et maritime britannique, a été démonté en 1970 et 1971. J'ouvre une parenthèse. Pourtant, on peut apercevoir de nos jours, à 2 pas des docks de Belfast, les grues jaunes de Samson et Goliath. Goliath atteint 96 mètres et Samson 106 mètres de haut.
Elles peuvent soulever des charges de 840 tonnes. Elles sont devenues le symbole de Belfast. Et je referme la parenthèse. La construction du Titanic. Le 22 mars 1909, le chantier commence. Sur 14 000 personnes, 6 000 s'occuperont de la quille et de la coque. Le 31 mars 1909, la quille du Titanic est posée sur la cale. Elle sera le squelette qui supportera l'ensemble du paquebot. Puis le fond est compartimenté. Ainsi, si un rocher éventrait le fond du navire, quelques compartiments se rempliraient d'eau, mais ne mettraient pas le navire en péril. Ici, on remarque la coque du Titanic, et dans l'autre cale, on trouve l'Olympique, dont les travaux ont commencé un peu plus tôt. Les travaux avancent très vite, et 2 ans plus tard, au printemps 1911, la coque du Titanic est achevée. Elle est constituée de 2000 tôles, de 2 à 4 cm d'épaisseur et de 10 mètres de long pour les plus importantes. Chaque plaque pèse environ 4 tonnes. Ces plaques d'acier sont maintenues par 3 millions de rivets, qui représentent 1200 tonnes. Un tiers de ces rivets ont été posés par une riveteuse hydraulique. À titre de comparaison, la tour Eiffel tient grâce à 2,5 millions de rivets. La machinerie. J'insiste sur les chiffres car vous allez voir le côté gigantesque d'une telle entreprise. La machinerie, qui se situe au dernier niveau du Titanic, est très impressionnante. En effet, son dispositif de propulsion combine une turbine basse pression faisant tourner l'hélice centrale en marche avant. Appréciez la taille de la turbine. Mais aussi 2 énormes machines alternatives à vapeur actionnant les hélices latérales. Ces machines alternatives mesuraient 10 mètres de haut, soit 3 étages, et 20 mètres de long. D'un poids de 600 tonnes, leur puissance montait à 15 000 chevaux. Cela permettait de faire 75 révolutions par minute. Ainsi, grâce à la pression, l'arbre de transmission permettait aux hélices de tourner. Les chaudières. Voici les chaudières prêtes à partir dans la soute du monstre flottant. Chaque chaudière fonctionnait au charbon et pesait près de 100 tonnes pour 4,80 m de diamètre. Ces chaudières étaient disposées dans 6 compartiments étanches. La vapeur utilisée par les machines était fournie par 29 chaudières. Chaque chaudière, alimentée au charbon, permettait de transformer l'eau de mer en vapeur. Et cette vapeur était destinée au fonctionnement des machines, qu'on a vu précédemment. Le principe est le même qu'une locomotive à vapeur, multiplié par 29 chaudières. Entreposées dans 12 soutes, c'est environ 7000 tonnes de charbon qui ont été embarquées à bord du Titanic, afin de l'approvisionner. Sa consommation est de 600 à 700 tonnes par jour. Pas moins de 290 chauffeurs et soutiers étaient employés pour effectuer ce travail.
sous une température de 45 à 55 degrés. Les hommes travaillaient 2 heures, puis se reposaient 4 heures, sans jamais voir le jour et un seul passager. La fumée. L'évacuation finale s'effectuait à 49 mètres au-dessus du plancher de la chaufferie. Remarquez que la 4e cheminée ne sert pas à l'évacuation des fumées, car elle n'est pas au-dessus des chaudières. Au moins 20 conduites existaient pour une cheminée, dans le cas des salles des chaudières numéro 3 et numéro 4. Les cendres. Le Titanic brûlait entre 600 et 650 tonnes de charbon par jour en navigation, ce qui produisait des quantités massives de cendres, environ 100 tonnes par jour normalement. Toutes les 4 heures, un chauffeur nettoyait chacun des 3 fourneaux dont il avait la charge, ratissant les cendres et les scories sur les plaques de la soute à charbon. Le boulot de déplacer les cendres jusqu'à l'éjecteur était celui des trimeurs. Dire aujourd'hui qu'on a trimé à son travail est sûrement exagéré par rapport à ce travail de forçat, dans la chaleur et une atmosphère pauvre en oxygène, où l'air riche en poussière de charbon provoquait la suffocation. 2 éjecteurs dans chaque salle des chaudières assuraient l'évacuation des cendres vers la mer. Bon, on vient de voir les chaudières, les soutes à charbon, les 2 machines alternatives, les turbines entraînant les 3 hélices. Il ne reste plus que le lancement. Le 31 mai 1911, la mise à l'eau se fait devant 100 000 personnes. Les employés et leurs familles. Les écoles sont fermées pour l'événement. Tout le monde veut voir le lancement du plus gros paquebot du monde, ou sa chute dans l'eau. Pour aider le Titanic à glisser dans l'eau, 20 tonnes de suif, d'huile de vidange, de graisse de baleine et de savon sont étalées sur 2 cm d'épaisseur le long des cales. Après avoir réussi son lancement, le Titanic est ralenti et stoppé par 6 ancres, entre-temps retenues elles-mêmes par 23 haussières en acier de 80 tonnes chacune. Puis il est remorqué et mis au quai d'armement par 5 remorqueurs. L'armement. Entre juin 1911 et mars 1912, plus de 3000 professionnels, des mécaniciens, électriciens, plombiers, ébénistes, peintres, décorateurs, etc., travaillent et équipent le Titanic des dernières techniques navales et l'aménagent avec des éléments décoratifs et un mobilier somptueux. En janvier 1912, on installe les 4 cheminées et le 3 février, les 3 imposantes hélices de bronze, boulonnées sur un moyeu d'acier, sont posées sur le navire. Les 2 hélices latérales, tripales bâbord et tribord, de 38 tonnes et de 7 mètres de diamètre. L'hélice centrale, quadripale, de 22 tonnes et de 5 mètres de diamètre. Le 2 avril 1912, 78 chauffeurs et soutiers, ainsi que 41 officiers et membres d'équipage se trouvent à bord. À 6 heures du matin, le Titanic quitte son dock, tiré par 4 remorqueurs. Toute la journée, le Titanic procède à des essais de vitesse et de manœuvrabilité. Le Titanic rentre à Belfast vers 18 heures. Ayant rempli toutes les exigences du gouvernement britannique, le RMS Titanic reçoit son certificat de navigabilité.
Le voyage inaugural. Toujours le 2 avril 1912, à 20h, le RMS Titanic met le cap sur Southampton, où il est attendu dans la nuit du 3 au 4 avril. À Southampton. Le paquebot arrive peu avant minuit, au port de Southampton, où 6 remorqueurs l'attendent. Durant l'escale, les cheminées sont repeintes, ainsi que le flanc bâbord de la coque. Le 10 avril 1912, à 12h15, le RMS Titanic appareille de Southampton en Angleterre, avec à son bord 953 passagers, dont 31 transmanches et 889 membres d'équipage. On ne compte pas moins de 40 nationalités présentes à bord. À 18h35, le Titanic arrive à Cherbourg. 24 passagers transmanches débarquent et 274 embarquent, principalement des premières classes. À 20h10, le paquebot appareille de Cherbourg pour Queenstown, en Irlande. Le 11 avril 1912, à 11h30, le Titanic arrive à Queenstown, où débarquent 7 passagers, tandis que 120 embarquent, en grande majorité des passagers de 3e classe, immigrant vers les États-Unis. À 13h30, le RMS Titanic quitte Queenstown pour New York, avec à son bord 1324 passagers et 889 membres d'équipage. La destination finale est New York, après une traversée de 6 à 7 jours en mer. Mais un événement tragique se produisit. Le RMS Titanic fit naufrage dans l'océan Atlantique Nord dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, à la suite d'une collision avec un iceberg. Mais ceci est une autre histoire.